Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AFQP, Association France Qualité Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. Des documents peuvent aider à gérer les crises, sanitaires ou autres. Le document unique en fait partie. C'est Anne-Lise Martinan, ingénieure qualité, sécurité, environnement, spécialiste de la responsabilité sociétale des entreprises, qui va partager avec vous son approche sur ce sujet. Passons d'abord la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du programme Entraide. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le programme Entraide de la FQP PACA. Merci Guy pour m'avoir donné la parole. Donc, le webinaire d'aujourd'hui entre dans la catégorie la qualité pratique. C'est donc un webinaire qui se veut pratico-pratique, centré sur la maîtrise, l'amélioration et l'utilisation d'un outil, d'une méthode. Aujourd'hui, le document unique, et le document unique qui est un document que tout le monde professionnel connaît bien. Donc, ce document unique d'évaluation des risques professionnels est obligatoire depuis près d'une vingtaine d'années, ça remonte à novembre 2001. Il est obligatoire dans toutes les structures à partir du moment où elles emploient au moins un salarié, c'est dire que tout le monde est concerné, et ce document unique doit être mis à jour au moins une fois par an. Ce document unique est censé s'inscrire dans une démarche de prévention permettant d'évaluer, hiérarchiser les risques auxquels les salariés sont exposés dans la structure pour ensuite permettre de mettre en place un plan d'action priorisé permettant de réduire ces risques et ceci d'année en année en amélioration continue. Bon, tout ça, c'est la théorie. Malheureusement, dans la pratique, le document unique est trop souvent devenu une obligation administrative, qu'une fois par an, on sort des tiroirs pour une énième actualisation et jusqu'à la prochaine. Or, il se passe que le management des organisations, sous l'impulsion notamment du mouvement de la qualité de vie au travail, a pris conscience que la partie prenante personnelle occupait une place stratégique dans la réalisation de la performance de l'organisation. En l'état, il est donc devenu pertinent de se poser la question, est-ce que notre document unique est opérationnel, utile, efficace? Est-ce qu'il nous permet de satisfaire à notre obligation en matière de sécurité? Est-ce qu'il nous permet de mobiliser les équipes, de les impliquer dans le fonctionnement de notre organisation au service de leur bien-être au travail et ceci engage de confiance et donc de contribution effective à la performance de l'organisation. Ces questions se posent à nous sous la brûlante actualité malheureuse, mais brûlante de la Covid, qui, si comme le couteau, ces questions ne sont pas prises par le manche, risquent d'être le pire outil de management. Donc, ce sont toutes ces questions que nous pouvons nous poser et auxquelles notre intervenante va nous permettre de répondre, de nous apporter des réponses. Donc, notre intervenante d'aujourd'hui s'appelle Anne-Lise Martinan, elle est ingénieure qualité, sécurité et environnement. C'est une spécialiste de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Elle a occupé dans sa carrière plusieurs postes de responsable QHSE et RSE dans l'agroalimentaire notamment. Et elle intervient aujourd'hui dans les organisations dans tous ces domaines de compétences. Anne-Lise, eh ben je te passe la parole, nous t'écoutons avec ferveur. À toi. Merci. Merci Jean-Jacques. Alors du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à comment rendre le document unique utile et efficace. Parce que, bon, comme l'a dit Jean-Jacques, c'est vrai que même moi, en tant que responsable qualité, c'était un document qu'on faisait pour la réglementation et qui ne servait pas vraiment comme outil de pilotage ou outil de management. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut le rendre un petit peu plus utile au quotidien pour les travailleurs, mais aussi pour les managers. Du coup, comme l'a dit Jean-Jacques, j'interviens aujourd'hui au nom de Scoline, qui est une entreprise que j'ai fondée avec mes parents, qui est une entreprise qui promeut l'excellence réglementaire opérationnelle citoyenne. Donc, en gros, on s'attache à mettre en place des démarches de qualité, sécurité et environnement dans les respects et les exigences RSE.
Alors aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on a un contexte actuel qui est quand même assez spécial, entre le Covid qui a créé de nouveaux risques, notamment en termes de distanciation sociale, avec l'apparition du télétravail qui s'est généralisé, avec un monde où on va avoir une crise économique certainement majeure dans les années à venir, et donc les moyens vont diminuer pour les entreprises, mais pour autant, il ne faut pas sacrifier la santé et la sécurité des travailleurs. On est dans un monde où tout va très, 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 très vite. Donc, du coup, il faut absolument qu'on puisse avoir une société qui est agile, donc une entreprise qui va pouvoir s'adapter aux imprévus, qui va pouvoir réagir face aux situations inédites qu'elle va rencontrer, et donc avoir un document qui soit trop rigide, ça ne pourra pas convenir et ça ne pourra pas permettre aux entreprises de s'adapter et d'évoluer avec son contexte. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que nous avons des ODD à atteindre, même si on en est encore loin pour certains, notamment l'ODD numéro 3 qui est bonne santé et bien-être. Donc finalement, mettre en place un document unique avec toutes les mesures de prévention qui vont avec, ça permet également pour l'entreprise de s'impliquer dans tout ce qui va être développement durable et RSE. Et si elle le fait correctement, d'avoir un vrai intérêt même pour l'entreprise et de ne pas être juste une exigence réglementaire. Alors le document unique, c'est quoi? Le document unique, finalement, c'est vrai que c'est imposé par un cadre réglementaire, donc qui est quand même assez normé. C'est l'obligation pour l'employeur de mettre en place des moyens de sécurité pour garantir la santé au travail de ses salariés. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est santé physique et mentale. Donc souvent, les risques psychosociaux ont longtemps été délaissés alors qu'ils font partie intégrante de ce cadre réglementaire. Vous devez donc déployer des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail. Aujourd'hui, je ne vais pas développer le cas de la pénibilité au travail puisque les critères sont définis, vous pouvez les retrouver sur Internet. Mais si vous voulez qu'on en parle à la fin, on pourra en échanger. Des actions d'information et de formation des travailleurs. Donc, effectivement, il ne suffit pas juste de dire j'ai fait mon document, j'ai mis ça en place. Derrière, il faut faire vivre les actions, il faut les animer, il faut informer les travailleurs et toute personne pouvant intervenir sur le site des risques auxquels elle se soumet. Et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc là, c'est toutes les mesures que vous allez devoir prendre pour garantir la santé et la sécurité au travail. À noter que toute absence de document unique expose à une amende de 1 500 € qui peut être majorée en cas de récidive, mais surtout, vous pouvez avoir une amende encore plus forte en cas d'accident avéré. Si vous avez un accident et que derrière le salarié porte plainte ou pire, un décès, et que vous n'aviez pas de document unique ou qu'il est prouvé que vous ne l'aviez pas informé sur les risques auxquels il était soumis, vous risquez beaucoup plus. La mise à jour du document unique, comme l'a dit Jean-Jacques, doit être réalisée au moins une fois par an et à l'occasion d'événements susceptibles de modifier les conditions de travail. Donc, inutile de vous dire qu'une crise sanitaire majeure, ça rentre dans ce cadre. Et que du coup, je suppose que toutes les personnes qui assistent à cette réunion et qui sont en charge d'un document unique l'ont actualisé avec le cas du Covid. Du coup, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le document unique, c'est une obligation légale, que vous devez l'actualiser, donc qui doit vivre, même si aujourd'hui, c'est vrai que c'est un document qui reste beaucoup dans les placards ou qu'on donne aux stagiaires pour l'actualiser. Voilà, ça doit devenir un outil de management et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut réaliser ce challenge. Donc, comme je ne sais pas exactement qui se trouve dans mon audience, on va commencer par quelque chose de très méthodologique, donc comment construire un document unique. On va essayer de voir comment on peut le rendre simple, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit compliqué, il n'y a pas de raison que ce soit difficile. Donc, on va voir une méthodologie pour construire son document unique de manière simple et pragmatique. Derrière, bien sûr, on va s'atteler à comment le faire vivre, comment l'animer, comment impliquer les équipes. Donc, on va voir à chaque étape de la construction du document unique comment on peut le faire pour que le document unique soit périn dans le temps et puisse vivre en fait et s'actualiser. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'approche par les risques qui est préconisée dans le document unique, donc c'est-à-dire je vais évaluer les risques au sein de mon organisation et les risques qui seront les plus significatifs, dits majeurs, je vais mettre en place des actions dessus. Donc cette notion d'approche par les risques où je priorise, c'est une notion qu'on retrouve dans tous les référentiels ISO. Donc vous avez l'ISO 9001 pour la qualité, 14001 pour l'environnement et depuis peu, vous avez la 45001 pour la sécurité. Et donc, du coup, si vous voulez, cette notion d'approche par les risques, faire un document unique, ça va être un document que vous allez pouvoir utiliser dans un système de management global. Donc, rien que la structure et la méthodologie de construction du document unique collent avec la logique d'une construction d'un système de management. Donc, il n'y a pas de raison que
ce document qui se veut réglementaire ne puisse pas être un outil de pilotage pour les managers. On retrouve également cette approche dans d'autres référentiels comme le MAS, l'OHSAS 28001. Donc, vous avez vraiment plusieurs référentiels qui se basent sur l'approche par les risques et pour lesquels le document unique peut être une porte d'entrée ou en tout cas une clé de voûte dans la construction d'un modèle plus grand. Si par exemple, vous avez décidé de mettre en place quelque chose d'encore plus ambitieux, c'est-à-dire que vous vous basez sur le document unique, mais en fait, vous vous interrogez plus sur la qualité de vie au travail de vos salariés. Vous êtes dans les ODD, mais du coup, vous voulez aller encore plus loin, vous voulez entamer une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire appel à des labels différents. Vous avez le label Bicorp, Engagé RSE, Lucie ou Rexelis qui vont venir, on va dire, vérifier que vous avez une démarche globale de responsabilité sociétale des entreprises, de développement durable. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque le but d'aujourd'hui, c'est quand même le document unique. Mais si vous avez des questions à la fin du webinaire sur la RSE ou quoi, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Et si, par exemple, vous avez mis en place des bonnes pratiques vraiment spécifiques sur la qualité de vie au travail, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous orienter sur un label plus thématique comme Great Place to Work. Où là, on va venir étudier quelles sont vos pratiques en termes de qualité de vie au travail, comment vous les mesurez, qu'est-ce que vous avez mis en place. Alors, je reviens au document unique de manière pratico-pratique. On va avancer pas à pas. D'abord, avant de commencer à faire votre document unique, la première étape, c'est définir, c'est-à-dire concrètement, il se passe quoi dans mon entreprise. Alors, je vais aller sur le terrain, je vais observer, je vais écouter, je vais poser des questions. Et à ce moment-là, je vais recueillir beaucoup d'informations. Et il est important à ce moment-là d'impliquer les équipes. Pourquoi? Parce qu'entre ce que vous avez comme idée, vous, de l'entreprise, peu importe votre statut, que vous soyez directeur, responsable qualité, responsable de production, manager ou autre, entre votre vision et celle des personnes qui vont être face aux risques, qui vont faire les manipulations, qui vont s'exposer, il y a toujours un écart. Donc, il faut impliquer les personnes qui font les tâches et qui les réalisent dans l'évaluation des dangers. C'est vraiment le premier point crucial pour bien réussir sa démarche. Le deuxième point, on va venir lister les dangers. Donc, on va essayer de retranscrire la réalité du terrain et cette fois-ci, on va mettre des mots sur des gestes, des habitudes. On va venir vraiment formaliser tout ça. Donc là, on passe dans la formalisation et plus seulement l'écoute. Derrière, il y a un travail d'analyse, bien sûr. Il va falloir passer du danger au risque. Donc là, je vous expliquerai un petit peu la différence entre les deux. On va essayer d'évaluer le niveau du risque. Et on va expliquer la méthode. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul dans votre coin, vous prenez l'information, vous faites votre analyse et vous recrachez autre chose en disant voici du coup les mesures en place, à mettre en place, complémentaires, vous n'allez pas pouvoir impliquer les équipes dans votre démarche, dans votre envie d'avancer avec le document unique. Il faut vraiment les impliquer également dans l'évaluation du risque. C'est quoi le risque? Comment je le cote? Et donc aujourd'hui, je vais vous donner des notions pour que vous puissiez les réexpliquer à vos équipes. Et ensuite, innover, améliorer. Donc, pour les risques qui sont non maîtrisés, bien sûr, il va falloir mettre en place des actions complémentaires. Et pour les risques maîtrisés, il ne suffit pas simplement de s'arrêter là. Il va falloir les surveiller. Donc, il va falloir impliquer les équipes même dans la surveillance des mesures que vous avez mises en place. En les associant à cette surveillance, vous vous assurez qu'elles-mêmes respectent les consignes et qu'elles s'assurent que leurs collègues respectent les consignes. Donc, en fait, la clé de succès d'une bonne démarche de mise en place de documents uniques, c'est d'impliquer les équipes à chaque étape de la construction du document unique et même de l'après, puisque finalement, le document unique ne s'arrête jamais. Alors, je vais vous proposer un premier exercice, bon, du coup, pas interactif parce que je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, mais où on va essayer de comprendre la différence entre danger et risque. Donc là, j'ai une pièce où j'ai plein de dangers. Je vois notamment une échelle contre la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi elle est là, mais elle n'a pas l'air en très bon état et je ne sais pas si c'est une très bonne idée qu'elle soit là. Vous avez également une flaque d'eau sous un ordinateur. Bon. Vous avez en haut à gauche le Covid qui se balade. Bon, je sais que normalement, le Covid n'est pas si gros, mais c'était juste pour l'illustration. Et donc, vous avez plein de dangers dans la pièce. Actuellement, il n'y a pas de risque. Pourquoi il n'y a pas de risque? Il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a personne. Si j'ai une pièce, quand bien même elle est radioactive, mais que jamais personne ne rentre dedans, qu'elle est calfeutrée, cloisonnée, que personne ne peut y aller, il n'y a pas de risque. Mais il y a des dangers. Par contre, du moment où j'ai un salarié, là, j'ai un risque. Donc, finalement, le risque, c'est le croisement entre le danger et la probabilité d'occurrence, c'est-à-dire la probabilité que ce danger arrive à quelqu'un et donc qu'il y ait un accident. Donc, entre mon danger et ma probabilité d'occurrence,
quand je les croise, j'ai le risque, qui va varier selon les niveaux. Parce que là, à ce stade, par exemple, au niveau du Covid, vous me direz, il est tout seul dans la pièce. OK, même s'il est malade, il est tout seul dans la pièce. Donc, il ne va pas contaminer les autres. En termes de gravité du risque, on n'est pas à un niveau maximal. Oui, mais dès lors que j'ai une deuxième personne dans la pièce, effectivement, mon risque va augmenter. Donc, mon risque, c'est le croisement entre le danger, la probabilité d'occurrence, qui elle-même dépend des mesures que j'ai mises en place, du contexte de mon entreprise, de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, de mon accidentologie, de l'historique. Voilà. Il va falloir prendre en compte tous ces paramètres pour définir la probabilité d'occurrence. Et à ce moment-là, quand je vais croiser les deux, je vais avoir un niveau de risque et je pourrai savoir si mon risque est maîtrisé ou pas. Alors, une fois qu'on a compris un petit peu la différence entre danger et risque, comment je fais? Donc, j'ai expliqué à mes salariés, voici les dangers, c'est ça, les risques, c'est ça. On va essayer de s'intéresser à tout ça. Il va falloir constituer des groupes de travail. Et les groupes de travail, il vaut mieux que ce soit des groupes homogènes. Un groupe homogène, c'est en gros des personnes qui font la même activité, le même métier au sein de l'entreprise, qui vont avoir les mêmes dangers et qui vont pouvoir collaborer entre eux pour parler de leur métier, de leur vision du danger, des actions qu'elles appliquent déjà, qu'elles devraient appliquer et de ce qu'elles pourraient mettre en place, et derrière de la surveillance qui en découle. Donc, quand je vais constituer ces groupes de travail par groupe homogène, je vais pouvoir leur donner la liste des dangers qui peuvent arriver au sein de l'organisation et leur demander, vous, dans votre travail, quels sont les dangers auxquels vous pensez être soumis. Donc là, je vous ai donné une liste qui, je pense, est exhaustive, mais peut-être qui ne l'est pas. En tout cas, avec les grandes familles répertoriées sur le site de l'INRS, où on retrouve justement tous les dangers qui peuvent arriver au sein des entreprises. Ces dangers, une fois qu'elles auront recensé tous les dangers qui peuvent arriver dans leur zone, dans leurs conditions de travail, dans ce qu'elles font, elles vont pouvoir évaluer le danger. Donc là, on parle d'évaluer le danger seul. Je suis dans ma pièce, elle est fermée, il n'y a personne. J'en suis à quel stade de danger? Est-ce que j'ai un danger qui pourrait entraîner des dommages ou pas sur la personne? Et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir venir classer, noter notre danger. Donc, par exemple, le fait d'avoir une chute, ça peut entraîner des dommages allant jusqu'à l'arrêt de travail. Donc, je vais être en 3. Et comme ça, je vais venir, selon la situation, selon le cadre, selon le contexte, venir évaluer tous mes dangers. Ensuite, on va mettre en place, ou on va regarder déjà ce qui existe en termes de prévention et de protection. Donc, une fois que mes personnes, elles ont noté les dangers, qu'elles les ont cotés, elles vont venir regarder ce qui est fait dans l'entreprise en termes de prévention et de protection. Et alors là, il y a un outil qui est très connu, je pense que pour beaucoup, je ne vais pas leur apprendre, qui est les 5e. Les 5e, ça permet justement de s'interroger sur toutes les possibilités de prévention-protection que j'aurais pu mettre en place. Donc, je m'explique. Vous avez la matière. Est-ce que je peux agir sur le danger lui-même? Admettons que c'est une machine qui fait énormément de bruit, c'est normal, ça fait 20 ans qu'on l'a, est-ce qu'on ne pourrait pas changer la machine? Voilà. Est-ce que déjà, je pourrais agir sur le danger lui-même et peut-être même supprimer le danger? Finalement, si je change la machine et que celle d'après fait plus de bruit, danger. La méthode. Est-ce que les consignes sont claires? Donc, est-ce que j'ai transmis les informations qu'il fallait aux travailleurs? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire? Est-ce qu'au niveau de ce que j'ai défini, est-ce que les méthodes de travail sont bien? La main-d'œuvre. Est-ce que les personnes sont informées et formées? Je ne peux pas me plaindre que quelqu'un ait mal fait si je ne lui avais pas dit, s'il n'avait pas la formation nécessaire. Je n'ai pas un CACES, il ne faut pas me demander de conduire un chariot élévateur. Si derrière, il y a un accident parce que j'ai donné l'ordre à mon salarié de conduire le chariot élévateur, ce n'est pas de sa faute. Pour autant, des fois, ça peut être de sa faute aussi s'il avait été suffisamment informé et formé. Donc, pour arriver à savoir au niveau de la main-d'œuvre des salariés, en gros, s'il y avait l'information, il va falloir discuter avec eux. Est-ce qu'ils connaissent la consigne? Est-ce qu'ils l'appliquent? Comment ils se sentent vis-à-vis de ça? Donc, il y a beaucoup de communication dans la construction de ce document. Derrière, le matériel. Est-ce que les équipements de protection que j'ai choisis sont adaptés? Que ce soit des équipements de protection individuels ou collectifs. Individuel, c'est la personne qui les prend. Collectif, c'est dans tous les cas, ça s'applique pour tout le monde. Par exemple, un carter de protection. Et le milieu, peut-on agir sur le cadre de travail? Donc là, le cadre de travail, ça va être tout ce qui va être nuisible, les pollutions qui peuvent venir d'autres usines alentours. Vraiment, c'est l'environnement, l'ambiance. Et là, c'est presque le point sur lequel il est le plus dur d'agir. On va pouvoir, une fois qu'on a les dangers, le niveau de danger, les mesures de protection que j'ai mis en place, venir
constituer, évaluer ma probabilité d'occurrence. Et là, c'est le plus dur, parce que souvent, c'est dur de dire, bah, là, est-ce que ça arrive souvent? Ça n'arrive pas souvent. Est-ce qu'il y a vraiment un risque ou pas? Parce que c'est vraiment avec cette note-là que le risque se caractérise. Donc, le mieux, c'est de se baser sur l'historique de l'entreprise, à mon sens. Puisque l'historique de l'entreprise tient compte des mesures que j'avais mises en place. Dès lors que mes mesures changent, je vais devoir faire une nouvelle mesure pour savoir si mes nouvelles mesures sont efficaces. Alors, comment ça marche? Concrètement, si vous n'avez aucun cas dans l'historique de l'entreprise, il n'y a jamais personne qui est tombé dans ce couloir, tout va bien, il n'y a pas de souci, bon, a priori, c'est que ça va. Donc, si j'ai aucun cas, on va dire que je suis à 1. J'ai des presque accidents. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vais avoir des accidents de travail qui sont enregistrés, qui sont déclarés, certes, mais je vais avoir plein d'autres accidents que les entreprises ne suivent pas toujours. Alors, ceux qui sont ISO 45001 et qui sont dans une logique de surveillance et de tableau de bord des indicateurs le font, mais pas tous. Et donc, si j'ai des accidents dits bénins qui n'entraînent qu'un passage à l'infirmerie ou l'utilisation de la trousse de secours, c'est quand même des accidents. La personne s'est quand même fait mal. C'est pas parce qu'elle ne va pas chez le médecin pour s'arrêter ou pour déclarer un accident du travail qu'elle n'a pas eu mal et que potentiellement, ça n'aurait pas pu être plus grave. Parce que souvent, j'ai failli tomber. Ouais, mais derrière, Ginette, elle est arrivée au même endroit, elle est tombée. Donc, c'est pour ça qu'on enregistre aussi les presque accidents. Les presque accidents, ça permet d'avoir justement des situations dangereuses qui sont signalées et qu'on peut maîtriser avant de passer à un accident. Donc, quand je vais être en presque accident, je vais considérer que je suis à 2. Si j'ai des gens qui m'ont dit, là, ouais, j'ai failli me faire mal. Je l'ai utilisé, déjà, ce couteau, ça a failli déraper. Bon, 2. Et on va quand même regarder et surveiller et faire quelque chose. 3, là, j'ai eu des accidents dits bénins. 4, j'ai eu des accidents du travail avec arrêt, qui peuvent être jusqu'à très graves. Et là, je vais être en 4. Et c'est là où il faut agir en priorité. Et donc, quand j'aurai fini tous mes 4 et que j'aurai mis en place toute ma maîtrise là, je vais pouvoir passer au 3, je vais pouvoir passer au 2, je vais pouvoir passer au 1. C'est ça la logique de l'amélioration continue. Je commence par le plus grave, une logique d'entonnoir ou de pyramide, peu importe comment vous le voyez. Je commence par le plus grave et puis ensuite, je vais aller chercher le moins grave et le moins en moins grave pour être de mieux en mieux, de meilleur. Alors, comment je caractérise mon risque? Une fois que j'ai mon danger, donc c'est le 1, 2, 3, 4 en haut, et ma probabilité d'occurrence ou fréquence, peu importe comment on l'appelle, en verticale, 0, 1, 2, 3, 4. Je vais pouvoir croiser et faire en fait une caractérisation de mon risque. Si le risque est dit maîtrisé, je considère qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, il n'y a pas un risque prépondérant, ou en tout cas, avec toutes les mesures que j'ai mises en place, je ne devrais pas avoir d'accidentologie sur ces risques-là. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Souvent, on dit c'est vert, c'est bon, tout va bien. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être un risque pour la personne, on va l'informer, mais tant qu'elle respectera bien toutes les mesures qui sont en place, d'après l'historique de l'entreprise, elle ne risque rien. Ensuite, je vais avoir un risque dit à surveiller en jaune. Ça veut dire j'ai identifié qu'il y avait des fois des dérives, donc il vaut mieux mettre un point de vigilance à surveiller pour s'assurer que les mesures que j'ai préconisées suffisent et sont respectées. Derrière, je vais avoir en orange les risques à corriger et en rouge les risques à corriger en priorité. Donc, comme je vous l'ai expliqué avec mon entonnoir pyramide, d'abord, je vais m'occuper des risques rouges, ensuite des risques oranges, tout en surveillant les risques jaunes. Et je ne vais pas m'occuper des risques verts parce que il faut bien que je priorise dans mon entreprise. Et puis, c'est le principe de l'analyse des risques. Si tout est rouge, ça ne va pas. Si tout est vert, ça ne va pas. Le document unique va devenir un outil de pilotage. Pourquoi? Parce que je vais l'actualiser finalement à chaque accident, incident, situation dangereuse. Je vais venir enregistrer justement cette accidentologie au sein de mon entreprise. Et en la croisant avec ce que j'avais mis en place et avec mon danger, mon risque va s'actualiser. Concrètement, comment ça se passe? J'ai un document unique, je vais vous montrer quelle forme il peut avoir, et je vais organiser des comités sécurité. Je vais réunir mes groupes homogènes que j'avais constitués au début, avec qui j'ai construit le document, pour leur dire, ce mois-ci, voici ce qu'on a eu dans votre zone. Vous en pensez quoi? Concrètement, c'est quoi le problème? Est-ce que les consignes ne sont pas respectées? Et là, on fait l'analyse de cause, on recherche, et s'il faut, on corrige. Je vais déployer des actions, et ces actions, il va bien falloir que je mesure l'efficacité. Donc, dès lors que j'ai changé mes mesures de protection et que j'ai changé du coup ma probabilité d'occurrence, je vais réactualiser mes données en termes d'accidentologie, il va falloir les resurveiller. Avec les nouvelles mesures, est-ce que j'ai des situations dangereuses? Est-ce que les gens
continuer à glisser dans ce couloir malgré que j'ai changé le sol. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir mesurer. Il ne suffit pas juste de corriger et de dire c'est bon, c'est fait, tout va bien. C'est vraiment le problème des documents uniques actuels qu'on met dans un tiroir, c'est bon, tout va bien et on n'en parle plus. Et la surveillance va devoir porter sur tous les risques non maîtrisés. Donc, je parle des risques jaunes, orange, rouge, donc ceux qui ne sont pas verts. Là, il va falloir mettre en place des mesures de surveillance pour s'assurer que ce que j'ai mis en place est bien respecté. Donc, ça peut prendre la forme d'audit de sécurité, de tour de site. Il y a plein de formes différentes. En tout cas, il va falloir que je fasse faire cette surveillance par les équipes. Il va falloir les impliquer eux-mêmes dans la surveillance et la sensibilisation des autres pour qu'il y ait un esprit collectif, un esprit de groupe et que finalement, ils se sentent concernés par tout ça et qu'ils ne voient pas juste le chef arriver avec sa casquette et qui vient cocher des cases. Ça sera mal vécu et ça ne sera pas efficace finalement. Comme je viens de dire, souvent quand on se trompe, on se fait taper sur les doigts. Quand tout va bien, il faudra aussi féliciter. Donc, s'il n'y a pas d'accident, que tout va bien, qu'il faudra féliciter les équipes. Alors, vous en avez qui mettent en place des scores, des tableaux de scores. Il ne faut pas faire que ça. Il faut que le manager vraiment s'implique et qu'il félicite ses chefs d'équipe, qu'il félicite les salariés quand il n'y a pas d'accident, quand tout va bien, qu'ils respectent bien les consignes. Parce que quand il n'y a pas d'accident, c'est surtout grâce à eux. Les échecs doivent être expliqués. Ça veut dire que si j'ai un accident, je fais l'analyse des causes et je retranscris, j'explique aux équipes. Je l'utilise pour faire un exemple et finalement pour que ça serve aux autres. Alors, je vous montre un petit exemple de ce que ça pourrait prendre comme forme ce document unique. Donc, vous avez la famille de danger, l'endroit où je trouve ce danger. J'ai pris des dangers simples pour que tout le monde puisse bien s'identifier. Pour autant, ça pourrait prendre une autre forme. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de forme imposée et je serais ravie de pouvoir discuter avec vous après sur comment vous faites votre document unique aussi. Si vous avez des bonnes idées ou des tips à nous partager, avec plaisir. Les groupes de personnes, donc là, c'est mes groupes de personnes homogènes. Donc là, j'ai travaillé sur le groupe de personnes administratives. Je pense que tout le monde peut se sentir concerné, mais pas que. On évalue le niveau de danger. Derrière, on décrit la protection qu'on a mis en place. On évalue le niveau, on retranscrit l'accidentologie. Donc, moi, je trouve ça intéressant de l'associer au document unique et de faire un point, je ne sais pas, tous les 3 mois, par exemple. J'ai eu tant d'accidents, tant de situations dangereuses sur ce sujet, tant d'accidents bénins sur ce sujet, tant d'accidents du travail sur ce sujet. Donc, est-ce que je ne maîtrise pas et j'actualise. La surveillance que je décide de mettre en place sur mes risques non maîtrisés, donc jaune, orange ou rouge. L'action derrière que je déploie sur les risques qui sont encore rouge et orange et sur lesquels il faut absolument aller plus loin parce que là, il y a un vrai risque pour mes salariés. Voilà pour cette forme. Alors, vous l'aurez compris, toutes les étapes du document unique, que ce soit pendant la construction ou que ce soit pendant la période où on le fait vivre, où on l'actualise, il faut absolument réussir sa communication. Il faut absolument réussir à impliquer les équipes, réussir à fédérer. Sans cela, on n'y arrivera pas parce qu'on va faire un document unique auquel peut-être nous, on croira qu'il sera peut-être super bien construit, super bien logique. Et derrière, on aura du mal à faire adhérer les équipes à notre document, déjà parce qu'elles vont voir arriver un gros tableau et qu'elles vont rien comprendre. Si j'ai fait l'effort de le retranscrire en livret d'accueil, est-ce que c'est suffisamment agile comme outil pour l'adapter à chaque fois que je vais vouloir modifier ? Donc, la communication, il y a plein d'outils qui existent, qui ont chacun leurs points positifs et leurs inconvénients et qui doivent être étudiés. Donc, il y a une communication déjà à mettre en place en interne. Il faut privilégier à tout prix la communication active, c'est-à-dire des exercices pour vérifier qu'en situation d'urgence, mes consignes sont connues, maîtrisées et appliquées. Des points, 5 minutes de sécurité, 10 minutes de sécurité, ça se fait beaucoup dans le domaine industriel, mais on pourrait totalement le faire dans tous les secteurs d'activité. Ce sont des points qui permettent de passer en revue les résultats, d'échanger avec les équipes, parce que souvent, les situations dangereuses, les presque accidents ne sont pas remontés, ou en tout cas, si on leur demande de remplir une fiche, je vous dis par expérience que ce ne sera pas fait. Donc, il vaut mieux avoir des moments d'échange où on peut dire, en toute transparence, toi, est-ce que tu as failli avoir un accident? Est-ce qu'il y a eu une situation dangereuse que tu as relevée? Et souvent, quand on leur pose la question, il peut y avoir une réticence au début, mais si on les a impliqués dans tout le processus et qu'ils en comprennent l'intérêt et qu'ils se sentent moteurs là-dessus, ils n'auront aucun souci à nous faire remonter ce genre d'informations. On va avoir des réunions, peut-être à un niveau plus haut, manager, pour montrer les résultats, pour échanger sur la base de documents uniques.
Il faut impliquer toutes les instances représentatives du personnel dans le processus, parce que finalement, elles ont un rôle à jouer également dans tout ça. Donc, il faut qu'elles puissent être là aux réunions, au point pour voir comment on manage la sécurité au sein de l'entreprise. Et après, on va voir tout ce qui est communication passive, qui est intéressante, mais qui doit rester, pour moi, secondaire. Donc, vous avez tous les affichages. Attention, trop d'affiches, tu l'affiches. Tout ce qui va être livret d'accueil, attention à l'agilité du document, parce que souvent, c'est des documents qu'on actualise très rarement. Et donc, est-ce que l'information dedans est toujours bonne? Et les procédures. Attention, les procédures qui font 3 pages, parce que d'expérience, les gens ne les lisent pas, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut que ce soit quelque chose de très visuel et de très compréhensible pour les salariés. Et derrière, on va voir tout ce qui est externe. Ça veut dire que sur mon site, je n'ai pas que mes salariés. J'ai des personnes qui peuvent intervenir et qui viennent d'ailleurs, comme par exemple les visiteurs. Ces visiteurs-là, ils vont venir sur mon site. Il ne vaudrait mieux pas qu'ils aient un accident. Donc, je vais les informer. Et là, encore une fois, ça peut être un guide à l'accueil d'entreprise, ça peut être un accueil sécurité. Voici, vous allez arriver dans telle zone, il y a tel risque. En tout cas, c'est un point à ne pas oublier qui est quand même primordial. Et vous allez aussi avoir tout ce qui va être intervenant extérieur. Donc là, vous allez devoir mettre en place un plan de prévention. Le plan de prévention, en fait, c'est un document qui va vous permettre de recenser tous les risques au sein de votre entreprise, tous les risques apportés par l'entreprise qui va intervenir. Si elle va faire des travaux de soudure, il y a un risque, il faut faire un permis de feu, etc. Il faut s'interroger, est-ce que je n'ai pas des matériaux combustibles à proximité, etc. Donc, quels sont les risques apportés, quels sont mes risques? On match et on voit quelles sont les mesures de protection que je dois mettre en place en plus pour garantir qu'avec les nouveaux risques, la situation va bien se passer et il faut également organiser les premiers secours. Donc ça, c'est le plan de prévention qui est un document aussi réglementaire à mettre en place. Pareil, si vous avez des questions dessus, on pourra y revenir ensuite. Qu'il faut mettre en place et qui permet notamment de sensibiliser tous les intervenants extérieurs aux risques au sein de notre entreprise et aux consignes à appliquer. Alors, en conclusion, on va parler des 5 points clés à retenir. Et puis après, je vous laisserai la parole pour qu'on puisse échanger. Les 5 points clés à retenir pour réussir son document unique, en faire un document vivant, actualisé et qui permet d'être agile et souple pour pouvoir s'adapter notamment dans des cas comme les crises sanitaires qu'on n'a pas vu venir, comme le Covid. Donc, premier point, simplifier, expliquer la méthode d'évaluation et de priorisation du risque. Avant d'engager mes personnes dans la démarche, je vais leur expliquer ce qu'on va faire, comment on va le faire, où on va aller. Et là, du coup, il faut absolument que j'arrive à leur expliquer comment je vais analyser leurs dangers, comment à partir de leurs dangers, on va trouver les risques. Donc, il faut leur expliquer cette logique, cette méthode et se dérouler. Donc là, c'est une information à faire, une petite sensibilisation, une petite formation de manière très simple, comme on l'a fait là avec la différence danger-risque, que les gens arrivent à comprendre un petit peu ce qu'on va faire et comment on va le faire. Ensuite, il va falloir enregistrer les données liées à l'accidentologie dans le document unique. Donc là, moi, c'est ce que je vous propose pour qu'en fait, on ait vraiment, par rapport aux mesures en place, quelle est la situation dans mon entreprise. Par rapport aux mesures en place, tout va bien ou j'ai plein d'accidents, les gens ils glissent tous dans les couloirs, qu'est-ce qui se passe? Associer des mesures de surveillance aux moyens de protection mis en œuvre. Il ne suffit pas d'avoir plein de protections mises en œuvre. Il faut absolument arriver à vérifier que c'est bien fait, que c'est suivi, que c'est efficace, que les gens le respectent. Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé une autre astuce qui était plus efficace et qui permettait d'avoir une réponse plus efficace? Et dans ce cas-là, on va plutôt les écouter eux et faire comme ils ont l'habitude de faire. Voilà, il faut absolument être open sur ce qu'on a mis en place et ce qu'on peut mettre en place. Il faut rester agile et souple, pas marteler bille en tête que c'est la règle et que parce que c'est la règle depuis 20 ans, ça sera la règle encore pendant 20 ans. Il faut savoir s'adapter et il faut surtout que ça soit efficace. Donc pour ça, je vais surveiller, mesurer. Associer le plan d'action au risque non maîtrisé. Donc, je ne me contente pas de dire c'est fait, il faut que j'aille plus loin. Quand je vois que j'ai un risque non maîtrisé, ok, peut-être je n'ai pas encore eu d'accident, mais bon, là, si on continue à jouer au con comme ça ne va pas tarder. Voilà, là, il faut absolument mettre en place des actions, il ne faut pas traîner, il faut être proactif. Donc, tous les risques non maîtrisés où je juge que c'est grave et critique, je mets en place des actions, je réagis. Et communiquer, impliquer le personnel dans la construction, l'actualisation, la surveillance du document unique. Je pense que je l'ai suffisamment répété, vous l'avez compris. Il faut absolument que ce document unique soit fait avec les personnes, avec les principaux concernés, et c'est que comme ça qu'il sera efficace et durable dans le temps. Donc, je vous remercie de votre attention. Je pense que je suis dans les temps, et du coup, ça serait bien qu'on puisse échanger.
Absolument, c'est absolument le cas. Merci beaucoup, Anis, pour toutes ces explications et ce passage déjà bien exhaustif sur le sujet. Alors, on a quelques questions qui m'ont été posées en privé, mais je rappelle que ces webinaires sont faits pour vous et donc ils s'appuient sur vos questions. Donc, merci de ne pas hésiter à en rajouter. Je vais commencer déjà par les 3 premières qui sont arrivées pendant ton propos. Alors, on sait que le document unique est obligatoire. Est-il vraiment construit et tenu à jour pour toutes les entreprises? Je sens la question un peu tendancieuse, mais je la pose quand même. Ça, il faudrait demander aux autres participants comment c'est dans leurs entreprises. Mais de mon expérience, ce n'est pas toujours le cas. Et j'ai eu fait des documents uniques en tant que stagiaire dans les entreprises. Donc, je sais à quel point, des fois, ce n'est pas pris au sérieux. Ok, merci. Il y avait un point plus conceptuel. Tu as abordé les 5 M. Une question qui était, qu'en est-il du M de management dans ces 5 M en termes d'exemplarité, de participation au briefing, Gamba Walk et plein d'autres propositions du même ordre? En fait, vous avez les 5M et les 7M. Ça veut dire qu'il y en a qui considèrent qu'il y a 2 M supplémentaires. Alors, je crois que c'est management et peut-être monitoring, ou ça change selon les personnes. Moi, j'ai appris les 5M et j'applique les 5M parce que je considère que le management, en fait, il intervient à chaque étape et que ce n'est pas vraiment un point à part. Mais ça pourrait. On pourrait se baser sur les 7M plutôt que les 5M. Après, c'est une question d'école et d'habitude. Les 2 approches sont intéressantes et c'est sûr que, bien sûr, il faut garder le management. Mais finalement, ça intervient à tous les moments. C'est-à-dire qu'au niveau de la méthode, de l'information, c'est des rôles que le manager a. Et donc, il faut à ce moment-là pouvoir identifier si c'est un problème de management ou pas. D'accord. Et donc, la question qui m'était aussi posée, avant d'aborder celle qui tombe maintenant, comment sensibiliser les PME-PMI aux documents uniques? Eh ben, c'est tout l'enjeu. Le fameux C'est-à-dire point critique. exactement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à leur montrer que ce n'est pas seulement un document réglementaire. Et j'espère que vous avez pu voir avec ma présentation que ça pouvait être bien plus. Que c'est aussi un document de management qui permet d'impliquer les équipes, donc de souder aussi les équipes finalement, parce que quand on a un projet commun, c'est toujours un moyen de pouvoir discuter, échanger, de motiver tout le monde. Donc, d'arriver à montrer que le document unique peut être plus qu'un document réglementaire. Je sais que ce n'est pas évident, que certains n'ont pas cette vision-là. Mais voilà, c'est tout l'enjeu, c'est toute la difficulté. Mais une fois qu'on l'a fait, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de très bien, de très structurant même pour l'entreprise et d'efficace. Merci. Alors, il y a une réflexion qui finit quand même par un point d'interrogation, mais je la lis telle quelle. Donc, les chefs d'entreprise de petite taille n'ont pas forcément le salarié compétent en SST, HSE pour faire vivre une telle démarche, ni le temps et les compétences pour animer la démarche de présentation des risques eux-mêmes. Donc, quelle réflexion ça peut amener? Exactement. Donc, c'est pour ça qu'après, vous pouvez totalement faire appel à des professionnels. Hein. Je suis là pour ça aussi. Donc, les professionnels qui peuvent vous accompagner dans votre document unique. Alors, attention, parce que j'ai déjà entendu des devis complètement exorbitants sur le document unique. Donc, il faut rester un petit peu vigilant et interroger plusieurs structures. Vous pouvez également faire financer votre projet. C'est-à-dire que si vous avez, nous notamment chez Scoline, on propose un document unique où on implique les salariés dans la démarche. Donc, c'est de la formation. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser également tous les leviers de formation que vous avez pour vos salariés pour les former et qu'ils soient capables eux-mêmes de gérer ça. Donc, vous avez des possibilités de financement. Vous pouvez également faire appel à des structures qui ne vont pas vous ruiner pour mettre en place un document unique. Donc, voilà, il y a des solutions qui existent. Et aujourd'hui, même si vous n'avez pas la compétence en interne, ce qui se comprend tout à fait, tout le monde n'a pas un responsable qualité, sécurité, environnement pour s'occuper de ça dans son entreprise. Donc, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait faire appel à des professionnels, vous renseigner sur le sujet, peut-être même vous auto-former. Il y a plein de façons de trouver des solutions pour arriver quand même à répondre au contexte réglementaire et à assurer la santé et la sécurité de ces travailleurs. Ok. Alors, on a plusieurs questions qui tournent autour des compétences. Je vous propose de les lire de façon complète. Tu feras sans doute une synthèse. Alors, quelles compétences reconnaissez-vous aux membres du CSE? Faut-il attendre l'accident mortel pour rédiger le document unique qu'a vécu le responsable qualité? Peut-il rédiger le DU? Serait-il compétent? Il y a
voilà, déjà ces deux éléments-là qui tournent autour des compétences, auxquels tu as peut-être une réponse globale. Alors, les membres du CSE, ils ont les compétences qu'on leur a transmises. Normalement, ils ont une formation en tant que membre du CSE. Après, elle est de qualité qui dépend de l'organisme qui a été choisi. Une fois que vous avez formé les membres du CSE à ce que c'est le document unique, ce que vous en attendez surtout et que vous ne voulez pas que ce soit un truc qui ne sert à rien, vous pouvez totalement en faire des alliés dans la démarche et qui puissent vous aider à tout piloter. Et il est évident qu'il ne faut pas attendre l'accident mortel pour faire le document unique. Déjà parce que le jour où vous avez eu un accident mortel, vous risquez de vous retrouver devant les tribunaux. Et là, le document unique il risque d'être fait dans l'urgence, donc forcément un coût exorbitant et qui ne sera pas forcément vrai. Donc, il est évident qu'il faut faire le document unique dès lors que vous avez un salarié au quotidien et au moment où tout va bien, je peux le dire, et justement déjà d'éviter l'accident mortel, parce que bon, je pense que même tout dirigeant, niveau conscience professionnelle ou même personnelle, quand on a un accident mortel, c'est difficile à vivre, donc il ne faut pas en arriver là. Et il faut avoir mis en place tous les moyens, puisqu'on est responsable pour l'éviter. Donc, de toute évidence, le document unique, il faut le mettre en place quand tout va bien, et surtout pas quand je commence à avoir des accidents, ça ne va pas, du coup, c'est le moment. Oui, effectivement, mais c'est trop tard déjà. En fait, il fallait le mettre en place il y a 6 mois. Quoi. Et au niveau des CSE, du coup, il faut les former. Il faut les former et il n'y a que comme ça qu'on pourra s'assurer de leurs compétences en la matière. Parce qu'effectivement, je ne connais pas exactement le parcours exact quand ils arrivent au CSE. Je sais qu'ils ont une formation, mais elle reste quand même assez sommaire. Donc nécessaire, mais pas suffisant. D'accord. Une question lourde de conséquences. Qui signe le document unique? Est-ce la responsabilité du responsable de sécurité? Et si accident grave, qui ira en prison en cas de dysfonctionnement grave? Alors, de toute façon, ça, c'est au niveau des responsabilités juridiques dans vos entreprises. S'il y a un accident, c'est le directeur, par principe. Enfin, sauf erreur de ma part, je suis pas une spécialiste dans la matière, mais il me semble que c'est la direction. S'il y a eu délégation, ça peut être également un responsable ou quoi, si on démontre que sa responsabilité a été engagée. Hein. Si vous êtes chef d'équipe et que vous n'avez pas mis en place et vous n'avez pas appliqué les dispositions qu'on vous avait demandé de faire, vous êtes aussi, on peut potentiellement, vous pouvez être inquiété. C'était quoi le début de la question déjà? C'est qui signe, qui signe ce signe document? Qui signe Alors là, je vous laisse répondre dans le chat. Je ne vois pas le chat, mais je vous laisse répondre si vous avez la réponse. Pour moi, il n'est pas nécessairement signé, ce document. Dès lors que j'ai montré que des responsables étaient impliqués dans la démarche et que le directeur est au courant, ça me semble suffisant. Voilà, je laisse répondre s'il y en a d'autres qui ont d'autres réponses dans le chat. D'accord. Donc, je passe à la question suivante. Donc, le DU reste souvent un document assez lourd. Quelle méthode pour dynamiser cette gestion tout au long de l'année? Ce que je vous ai préconisé, à savoir faire des groupes à la fréquence que vous voulez. Ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois. Tous les 3 mois, c'est peut-être un peu plus réactif. Tous les 6 mois, c'est quand même correct. De faire des petits groupes où on va actualiser le document unique. Donc, si déjà il a une forme comme on l'a vu par groupe homogène, ensuite par danger et j'ai regroupé par famille, déjà, ça va être beaucoup moins lourd que ce que j'ai pu voir dans certaines entreprises. Et ensuite, d'avoir du coup un document par population, par groupe homogène. Quand je vais faire mes réunions, je vais me réunir avec les groupes homogènes. Et je vais voir avec eux, par rapport à leur danger à eux, comment ils se situent. Et en termes d'accidentologie, eux-mêmes vont me faire remonter des informations. Si j'ai fait des points 5 minutes sécurité, je vais avoir des informations qui seront remontées également. Et donc, ça restera un document de synthèse, de pilotage et de management de la sécurité. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, je peux répondre directement à la question suivante, qui était associer le personnel à l'élaboration et mise à jour du document unique. Il s'agit des IRP ou tous les salariés, en l'occurrence, tous les salariés concernés. Les salariés. Alors, je ne dis pas qu'il faut une réunion à 200 personnes, hein, si vous êtes une grosse PME. Il faut échantillonner, il faut prendre quelques personnes, pas toujours les mêmes, il faut changer. Et pour le coup, il faut absolument impliquer tout le monde et pas seulement les institutions représentatives du personnel. Je crois que ça ira. D'accord. Et alors, je vois que beaucoup de questions arrivent. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des chiffres sur les nombres d'accidents mortels en France par an? Des Pas du tout. statistiques nationales? Mais Pas bon, du j'ai tout. Google, donc Google étant mon meilleur ami, je vais vous dire ça de suite. Et sinon, il y a des questions sur l'ODD. Je pense qu'il est peut-être utile pour certains participants de rappeler ce que l'ODD signifie et l'ODD numéro 3 que tu as cité.
Alors, je ne trouve pas aussi vite les résultats. Google n'est pas si efficace. Alors, les ODD, Objectifs Développement Durable, ils ont été mis en place par les Nations Unies, je crois. L'ONU, il me semble, oui. Ouais, il me Nations semble. Unies, il me semble. Ouais. Vous avez 17 objectifs. Donc, en gros, c'est 17 objectifs qu'il faut atteindre avant 2030. Et ces 17 objectifs, ils sont divers et variés. Vous avez éradiqué la malnutrition dans le monde, vous avez accordé la vaccination, enfin, vous avez la bien-être, bien-être et bonne santé. Donc là, vous avez tout ce qui va être vaccination, vous avez tout ce qui va être santé au travail, conditions de vie, etc. Vous avez égalité entre les sexes. Enfin bref, vous avez 17 ODD qui sont décrits. Et l'objectif des ODD, c'est de se dire que chaque entreprise, chaque organisation, chaque citoyen doit tout faire pour atteindre ces ODD d'ici 2030 et garantir un monde durable. L'idée est très belle. Ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Et donc, ça fait le pont avec l'ISO 26000, qui est la norme française en matière de responsabilité sociétale des entreprises, donc RSE, qui vient justement dans cette logique de développement durable combler, enfin, appuyer les ODD. Et en gros, si vous mettez en place une démarche de responsabilité sociétale au sein de vos entreprises, vous allez de facto participer aux ODD. Donc là, c'est vraiment de la culture générale. Les ODD, c'est quelque chose sur lesquels on peut tous s'impliquer. Peut-être pas tous, hein. Comme là, il faut prioriser, sélectionner, mais c'est quelque chose auquel les organisations devraient s'intéresser un peu plus. D'accord. La question suivante que je repérais était, avez-vous observé une dynamique liée au Covid pour la construction ou la mise à jour du document unique? Pas tellement. Hmm. Pas tellement, et c'est pour ça que j'aimerais que je fais ce webinaire et que j'aimerais que vous en parlez autour de vous, d'essayer de comprendre que le document unique, c'est certes une exigence réglementaire, mais c'est surtout utile et ça peut être efficace au sein des entreprises. Et ça, aujourd'hui, je pense que malgré le Covid, l'idée reçue sur le document unique n'a pas tellement changé. D'ailleurs, il y a quelques mois, quelques années, le gouvernement parlait de supprimer le document unique dans sa forme parce que le mot était devenu trop entaché de connotations, voilà. Pour autant, aujourd'hui, il est toujours obligatoire, il le sera peut-être encore pendant un moment, on ne sait pas vraiment. Mais dans tous les cas, faire une analyse de risque en termes de sécurité, c'est pertinent et ça doit être fait au sein de toutes les entreprises, vraiment. Dès lors que vous avez un salarié, vous êtes responsable de sa santé du moment qu'il rentre chez vous, enfin même sur le trajet domicile-travail, vous êtes responsable de lui parce que c'est à cause de votre activité, de votre entreprise qui se retrouve là à ce moment-là. Donc, il faut qu'il aille bien. Donc, à mon échelle, je n'ai pas remarqué une dynamique particulière. Voilà. Mais j'ambitionne que les choses changent. Je suis optimiste. Alors, en termes d'acteurs, une question sur le médecin du travail. Dans quelle mesure il doit être associé à l'élaboration de ce document? Alors, le médecin du travail, il peut être hyper intéressant dans tout ce qui va être protection-prévention. C'est-à-dire, quand je vais mettre en place des actions pour diminuer le risque, mais surtout agir sur le danger, je vais pouvoir le solliciter pour savoir si c'est pertinent, pas pertinent, selon l'accidentologie au sein de mon entreprise, de ce qu'il a pu observer, constater. Est-ce qu'il juge que mes mesures sont pertinentes? Il peut être très utile aussi parce qu'il peut faire remonter des données. Donc, tous les acteurs qui sont en contact avec les travailleurs et qui peuvent recueillir des blessures, même bénignes, hein, sont utiles parce que justement, ils vont faire remonter de l'information et vont me permettre d'enrichir tout ce qui va être ma colonne accidentologie dans le document unique. Donc, tous ces acteurs-là sont importants et bien sûr qu'ils doivent être impliqués dans la démarche, à tous les niveaux ou pas, ou que lors de la surveillance ou des discussions, vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours tout le monde autour de la table. Mais à un moment donné, bien sûr, il faudra le solliciter. D'accord. Et alors, il y a un point sur lequel on demande de revenir, c'est sur les risques psychosociaux. Oui. Quid des risques psychosociaux dans le DU? Est-ce qu'on peut peut-être Alors, détailler un peu plus les risques cette partie-là? psychosociaux, en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je dirais, c'était les grands oubliés du document unique, où on se basait beaucoup sur les dangers physiques, puisque forcément, c'est beaucoup plus compréhensible de se dire, je tombe, je me fous de la cheville, c'est bon, on a quasiment tous eu la cheville foulée quand on était petit, c'est concret, on le voit, c'est physique, voilà. Quelqu'un qui va mal, qui est en burn-out, qui n'est pas encore arrivé en situation de burn-out, mais qui est dans un mal-être au travail, qui va être tendu, qui va être irascible,
on va avoir du mal. On va dire, si c'est une femme, on dira qu'elle a ses règles. Si c'est un homme, on dira, il est tendu puisque sa nana l'a fait chier. Bon, ça, c'est ce qu'on peut entendre, mais non. Il y a beaucoup de risques psychosociaux, de mal-être au travail, et c'est depuis peu qu'on s'y intéresse. Et donc, il faut arriver à pouvoir les évaluer. Alors ça, c'est très compliqué parce que là, on touche à l'humain, au psychologique, et ce n'est pas des choses sur lesquelles on est formé. Donc aussi, j'invite les managers à se former à ces thématiques-là parce que c'est essentiel de savoir reconnaître une situation de mal-être dans son équipe. Pas que les managers, vous pouvez former les équipiers. Voilà, il faut pouvoir signaler quand on voit que sa collègue, ça fait quelque temps que ça ne va vraiment pas. Et que là, il y a une situation de malaise qui est en train de se passer. Et là, on peut signaler une situation dangereuse, signaler un presque accident. On est là-dedans, même si c'est du risque psychosocial. Et alors là, les mesures à mettre en place sont diverses et variées. Là, pour le coup, le médecin du travail sera très, très utile ou toute organisation qui est spécialisée là-dedans. Vous avez J'ai une collègue qui est psychologue et qui s'est mise à son compte justement pour accompagner les entreprises là-dedans. Donc, c'est ce genre de personnes qu'il faut aller voir quand on voit qu'on a une situation de mal-être au sein d'une équipe, si c'est un cas isolé, il faut voir avec cette personne, mais si c'est vraiment quelque chose de généralisé, il ne faut pas attendre que ça aille très mal. Il faut agir avant. Et là, il faut arriver à détecter. Et là, je ferai lien avec ce qui se passe actuellement avec le Covid. En télétravail, vous avez plein de nouveaux dangers parce que les gens sont chez eux, donc forcément, vous n'allez pas maîtriser comment est leur maison, s'ils ont des escaliers ou pas. Vous n'allez pas maîtriser, donc il va falloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de prévention. Il ne faut pas oublier que travailler chez soi, ne pas voir ses collègues, ça provoque de l'isolement social. Encore, si les gens ils sont heureux chez eux, ils ont leur famille, ils ont un jardin, ils ont des animaux et que tout va bien et qu'ils le vivent bien, tant mieux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc là, il faut faire très attention, particulièrement en ce moment, sur les risques psychosociaux. Et donc, il ne faut pas attendre, il faut créer du lien, il faut être au courant de comment vont les salariés. Il ne faut pas les lâcher, il faut vraiment créer du lien, écouter. C'est vraiment ce qu'il faut faire en premier sur des risques psychosociaux et comprendre. Alors, je remercie ceux qui, dans le chat, répondent aux questions, entre autres, sur le nombre de morts en accident du travail. Donc, 2018, il y en avait 551 pour 651 000 accidents. C'est quand même assez impressionnant quand on est comme toi dans ce domaine. Tout à fait. Alors, moi, j'ai une question qui est peut-être personnelle, qui est peut-être un peu hors champ, mais qui me revient d'une expérience que j'ai vécue, un suicide après licenciement. On est hors champ? Ou est-ce qu'on considère malheureusement, parce que dès lors que vous avez quitté les effectifs, dès lors que vous avez quitté les effectifs de l'entreprise, vous n'êtes plus dans les effectifs. Pour autant, dans ce cas-là, c'est compliqué. Je ne sais pas exactement quel recours il existe aujourd'hui. Si on peut arriver à prouver que c'est vraiment la conséquence du travail, peut-être qu'il y a encore des recours possibles. Mais c'est vrai qu'après un licenciement, c'est toujours plus compliqué. Et une autre question de Béotien, le DU, ça commence à une personne? Oui, en fait, dès que vous avez un salarié, il faut le faire. Donc, dès qu'il y a un salarié, pas si vous faites appel à des sous-traitants ou quoi qui ne sont pas salariés, vous n'êtes pas tenu d'eux. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, parce que vous pouvez avoir une logique d'analyse du risque et de maîtrise de la santé et la sécurité de toutes les personnes avec qui vous travaillez. Ce n'est pas parce que ce n'est pas réglementaire que vous ne pouvez pas le faire. Il faut voir vraiment le document unique comme un outil de pilotage et de management de la santé et la sécurité. Pour autant, c'est obligatoire, là, il n'y a pas le choix, dès lors que vous avez un salarié. Ben oui, parce que vous êtes responsable de lui. D'accord. Non, je pensais à une, c'est-à-dire soi-même déjà, avant d'arriver à deux avec un salarié. Oui, je pense que quand on se salarie, on doit le faire, me semble. Ok. D'accord, mais écoutez, je pense avoir, semble-t-il, fait le tour des questions, du moins je l'espère, et qu'il y en a eu tellement que je ne suis pas sûr de ce point-là. Si j'ai raté une question, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me le notifier. Je refais le tour. Donc, oui, tiens, il y en a une que j'avais ratée. C'est comment valoriser le document unique dans la démarche RSE. Alors, dans la démarche RSE, le document unique, ça va être
un outil parmi tant d'autres. C'est-à-dire que la RSE, quand vous vous basez sur les normes ISO 26000, vous avez 7 questions centrales auxquelles il faut répondre. Donc, vous avez la gouvernance, la santé et la sécurité au travail, les questions relatives aux consommateurs, la loyauté des pratiques, etc. Vous en avez 7. Et donc, vous avez relations et conditions de travail. Et dans relations et conditions de travail, si vous avez mis en place un document unique qui est un vrai outil de management où vous impliquez les équipes, donc vous allez grignoter un peu sur l'onglet gouvernance, où vous allez impliquer les collaborateurs dans les démarches et dans les prises de décision et des actions à mettre en place, vous êtes carrément dans une démarche RSE où vous n'avez pas un document unique réglementaire dans un tiroir que vous allez sortir. Vous avez juste donné un livret d'accueil à vos salariés à leur entrée en lui disant « Hop, 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 on n'a pas le temps de lire, si tu veux, tu peux me signer là ». Voilà, déjà, si vous arrivez à prouver que vous avez mis en place un document unique avec l'implication des salariés dans une démarche de progrès permanent et de surveillance active et d'implication, là, vous êtes en plein dans la RSE. Donc, le lien, il est comme ça. Par contre, je n'ai pas dit que juste faire un document unique, c'était rentrer dans une démarche de RSE. C'est une partie de la démarche RSE qui est bien sûr beaucoup plus ambitieuse et conséquente, puisqu'on est vraiment sur les 7 questions centrales, les 3 enjeux du développement durable, économique, sociétal et environnemental. Donc, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place pour démarrer une démarche RSE, mais ça peut être un point d'entrée de sensibiliser, d'impliquer le dirigeant dans quelque chose qui est au-delà du réglementaire, où on va créer une cohésion entre les équipes parce qu'on va les impliquer dans un projet. Donc, ça peut être une porte d'entrée. Eh bien, merci beaucoup, Annelise, De pour toutes ces réponses. Merci surtout aussi à l'auditoire pour ces très nombreuses questions. Et je pense qu'il est temps de repasser la parole au pilote du programme pour présenter la suite. Eh bien, merci Guy, merci Annelise. C'était très intéressant et très pratico-pratique. C'était bien le but recherché. Donc, dans la ligne de ce webinaire d'aujourd'hui, nous avons la semaine prochaine un webinaire très intéressant qui aussi touche au domaine de la QVT, la qualité de vie au travail. C'est un webinaire qui traite de la confiance que nous devons accorder au personnel et le management de la confiance dans les organisations. Donc, c'est un webinaire auquel je vous suggère de participer car il est conceptuellement très, très intéressant et il va faire le lien entre les indicateurs de performance économique de l'organisation et les indicateurs de satisfaction du personnel et de confiance du personnel dans l'organisation dans laquelle il travaille. Donc, au plaisir de vous retrouver. Attention, ce prochain webinaire est donc le 16 décembre, c'est-à-dire mercredi prochain, et nous dérogeons à nos habitudes. Il n'aura pas lieu un vendredi, mais bien un mercredi. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne journée et au plaisir de vous retrouver sur nos prochains webinaires. Bonne journée à tous. Au revoir.